Code électoral, le député Abdoumbo a dénoncé une procédure menée dans l'urgence et accuse le pouvoir d'arrière-pensée politique. Le secteur privé de la santé face à ces difficultés, le syndicat des médecins privés a élu un nouveau président qui alerte déjà sur les nombreux défis des cliniques et cabinets médicaux. Et puis au Mali, confusion après des informations faisant état de la mort du ministre de la Défense, le colonel Sadio Camara. Pendant ce temps, les combats ont repris à Kidal entre groupes armés et armées maliennes. Et puis aux États-Unis, Donald Trump évacué du dîner des correspondants de la Maison-Blanche après des détonations entendues dans la salle. Un suspect a été arrêté. Voilà pour les titres. Bienvenue dans ce journal. La réforme du code électoral continue de diviser la classe politique. Le député Abdoumbo a vivement critiqué la proposition de loi modifiant les articles L29 et L30 dont l'examen en urgence est prévu vendredi à l'Assemblée nationale. Réunis à Thiès avec le Front pour la défense de la démocratie et de la République, l'élu dénonce une procédure précipitée et accuse le pouvoir d'agir pour des intérêts partisans. À Thiès, toujours lors de l'Assemblée générale du Front pour la défense de la démocratie de la République, plutôt Modou Diagne Fada, a dressé un constat sévère de la situation du pays. L'ancien ministre évoque des blocages dans l'économie, l'agriculture, l'élevage ou encore l'éducation qu'il impute à la gouvernance actuelle. Il accuse également les autorités de retarder les élections locales par crainte d'un revers électoral et appelle l'opposition à l'unité en vue des prochaines échéances. Je vous le disais également dans les titres qu'en santé, le syndicat des médecins privés du Sénégal a tenu son assemblée générale hier, vendredi 25 avril 2026, avec à la clé l'élection d'un nouveau président. Le docteur El Malick Niang succède ainsi au docteur Abdou Kane Diop. À peine élu, il a alerté sur les nombreuses difficultés auxquelles fait face le secteur privé de la santé entre contraintes financières et défis structurels. Il a notamment dénoncé les problèmes de recouvrement des créances qu'il attribue à l'attitude de certains assureurs et des institutions de prévoyance maladie IPM accusés de retarder le règlement des prestations fournies par les structures privées, une situation qui, selon lui, fragilise de nombreux cabinets et cliniques. Il se trouve que nos cliniques souffrent énormément de ces créances des IPM et des assurances qui ne sont pas remboursées. Donc ça restera un cheval de bataille pour nous, pour que ce phénomène qui constitue pour les cliniques vraiment un déficit énorme, également des créances qui datent des années et qui alourdit la dette des cliniques puisse être réglée. Donc ce qui constitue aujourd'hui pour nous, comme on l'a dit, comment faire pour que les assurances et les IPM puissent payer les cliniques à temps, parce que ça constitue un goulot d'étranglement pour toutes les structures de santé privées. Autre préoccupation soulevée, la prolifération de cabinets médicaux illégaux. Le nouveau président estime que ces installations non autorisées menacent la qualité des soins et créent une concurrence jugée déloyale pour les praticiens régulièrement installés. Nous, médecins privés, on va se référer au ministère de la Santé et de l'Ordre, qui sont vraiment les premiers piliers pour la lutte contre l'exercice illégal de la médecine. Mais c'est dans l'union des médecins privés qu'on peut combattre ce phénomène. Face à ces défis, il appelle les autorités sénégalaises à renforcer le contrôle et à mieux encadrer l'exercice de la médecine privée. À Richard Toll, une initiative inédite veut renforcer la veille sanitaire. Une plateforme d'intelligence artificielle développée avec plusieurs ministères et des chercheurs de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar devrait permettre de mieux détecter les zoonoses et d'accélérer les réponses face aux risques sanitaires. Cette plateforme est une plateforme intersectorielle et nous étions venus aussi, dans le cadre de ce déploiement, nous avons organisé un renforcement de capacité des différents acteurs jusqu'au niveau communautaire pour leur permettre aussi de mieux s'approprier l'outil
Et donc nous avons dans la plateforme une composante qui s'appelle Jottali. Jottali qui permet de transmettre l'information en temps réel, surtout que c'est intersectoriel. Parce qu'avec cette plateforme, un éleveur peut envoyer une information et tous les secteurs peuvent voir cette information et prendre des actions nécessaires, soit à titre préventif ou autre. Donc c'est une plateforme assez novatrice, c'est l'une des premières plateformes One Health alimentée par l'IA. Les épidémies naissent dans les communautés et se terminent dans les communautés. Donc si les communautés ne sont pas formées, mises au devant, on ne peut pas lutter contre ni prévenir les épidémies. Donc c'est la raison pour laquelle nous les avons impliqués pour renforcer la lutte. Ce qu'on attend maintenant des communautés, c'est leur appropriation. C'est aussi quand les alertes sont envoyées, on attend de ces acteurs que ces alertes puissent être étudiées, investiguées et validées à temps. Parce qu'en matière d'épidémie et d'épidémiologie, c'est une question de chaîne de transmission. Dans le département de Dagana, toujours les habitants de Mbane devraient bientôt bénéficier d'un hôpital militaire de campagne porté conjointement par le ministère de la Santé et les forces armées. L'opération prévoit des consultations spécialisées gratuites dans une zone confrontée à un déficit d'infrastructures médicales. De cette mobilisation-là. Donc cette mission, cette action consistant à implanter un hôpital militaire de campagne dans l'arrondissement de Mbane s'inscrit en droite ligne dans la volonté des autorités à offrir des services de santé aux populations, surtout aux populations des zones rurales. C'est pour cela qu'on a bénéficié quand même de l'implantation de cet hôpital-là, qui, il faut le dire, est un projet qui est entretenu par deux ministères, le ministère de la Santé et celui des Forces armées. C'est pour cela que c'est un projet qu'on veut vraiment assurer la réussite. Retour à Dakar où le quartier des Maristes reste difficile d'accès malgré sa position stratégique. Manque de moyens de transport, notamment les bus, recours aux couteaux, taxis et motos. Sentiment d'insécurité la nuit, les habitants dénoncent un enclavement devenu pesant au quotidien. C'est un reportage signé Omar Thiam et Tamsir Kandji. Situé dans la commune de Hann-Bel-Air, le quartier des Maristes fait face à un enclavement structurel, malgré une position stratégique. Pour accéder ou sortir des lieux, deux possibilités s'imposent. Une sortie dangereuse entre le pont d'Anne ou l'échangeur de la Patte d'Oie. Conséquence, l'accès est difficile et le spectre d'une agression, surtout de nuit, inquiète les riverains. Il est beaucoup plus facile de quitter le quartier. Bizarrement, même les conducteurs sont piégés et peinent à en sortir. Contraints de vaquer quotidiennement à leur occupation, malgré la situation, ils rencontrent tout de même d'énormes difficultés pour trouver un moyen de transport. Par exemple, si l'on vient de Dakar, ville ou Colobane, seuls les taxis sont disponibles à un prix loin d'être abordable. Minimum, 2000 ou 3000. Minimum. Donc, vraiment, il faudra payer au minimum 2000. On aurait aimé avoir toute ligne qui desservisse les Maristes. Parfois, le marchandage tire en longueur, surtout quand on a des marchandises avec nous. Pour sortir de ce piège, la ruse n'est pas de trop. Parfois, pour s'en sortir, il faut traverser pour aller vers Grand Yoff. Là-bas, au moins, c'est plus facile de trouver un moyen de transport. Ou sinon, recourir aux deux roues, plus connus sous le nom de tchak-tchak. Même les conducteurs de mototaxi font le détour pour accéder au lieu. Ce qui fait l'affaire de ces jeunes qui voient une opportunité à exploiter. Les courses sont abordables. Il n'y a que des responsables ici. Nous respectons toutes les mesures de sécurité. Lassés par cette situation, les habitants espèrent que les autorités actuelles leur trouveront une solution pérenne pour se libérer de leur tracas quotidien.
À Louga, les opérations de contrôle routier ont repris après la grève des syndicats des transporteurs. Les autorités ont renforcé les vérifications sur l'état de la conformité des véhicules. Si certains dysfonctionnements persistent, de nombreux chauffeurs saluent une mesure jugée nécessaire pour la sécurité routière. Après la grève des transporteurs, les opérations de contrôle de véhicules de transport ont démarré ici à Louga. Sur place, les chauffeurs font la file pendant que les agents vérifient les documents et l'état technique des véhicules. Déjà, dans un premier temps, respecter les engagements que l'État du Sénégal, la direction avait pris avec les transporteurs, en leur disant qu'il y aura un banc mobile qui va se déplacer au niveau des régions pour faire les visites techniques concernant les véhicules de transport interurbain. Il y a eu des dysfonctionnements concernant surtout les aménagements, comme on leur a dit, parce qu'il y a des problèmes de sécurité qui se posent si les distances ne sont pas respectées. Et tout le monde sait que dans le code de la route, tout est bien mis là-dedans. Donc, s'ils n'arrivent pas à respecter ces normes-là, vraiment, ça pose des problèmes. Et là aussi, les aspects techniques sont pris en charge par le banc de manière technique. Et ils sont, en général, on leur demande d'aller faire des réparations et de revenir sur. Le président des SEFOR salue l'initiative, mais indique malgré que des dysfonctionnements constatés, les contrôles passent sans difficulté. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des dysfonctionnements qui ont été notés, soit ce sont des chiffres qui ont été sautés ou autres manquements, mais là ce sont des chauffeurs qui viennent des autres régions. Mais aussi il faut reconnaître qu'il y a des véhicules qui comportent près de 15 places par rapport à la carte grise, l'on y compte 14. Alors je demande à ces chauffeurs-là avant de venir de rectifier le tir avant qu'il ne soit trop tard. Il y a 50 cm. À travers ces contrôles techniques, l'État compte renforcer et étendre ses opérations dans les autres régions du Sénégal afin de mieux encadrer le secteur du transport et prévenir les risques sur les routes. Et puis à l'approche de la fête de Tabaski, la hausse des prix de l'aliment de bétail inquiète vendeurs et éleveurs. La fanne d'arachide comme le ripasse, connaissent une flambée brutale sur les marchés, faisant craindre de nouvelles tensions dans les prochaines semaines. Le prix de l'aliment de bétail a connu une hausse exponentielle ces derniers jours. L'aliment est devenu presque inaccessible en raison des prix jugés exorbitants. Concernant la fanne d'arachide, le sac est subitement passé de 5 000 à 7 000 francs. La situation est assez compliquée à Dakar où le sac peut atteindre 7 500 francs. Mais même les prix sont les mêmes, que ce soit ici ou à l'intérieur du pays. Des fois, même c'est plus cher là-bas. Ça peut coûter entre 7 500 parce que c'est disponible en faible quantité. Ça a augmenté de manière considérable et ça risque d'empirer d'ici la fête de la Tabaski. Le prix peut atteindre 10 000 ou 11 000 francs CFA. La hausse est aussi brutale qu'imprévisible. Elle résulterait, selon les commerçants, d'une situation qu'ils imputent en grande partie aux producteurs. La hausse a été vraiment une surprise pour moi. J'étais au village pendant l'hivernage. Avec 500 000, on pouvait se procurer 200 sacs. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Le constat est aussi alarmant concernant le ripasse. Là aussi, une hausse est notée. Le prix du sac de Djarga varie entre 12 000 et 12 500 francs. La hausse concernant l'aliment de bétail, c'est au niveau des sociétés. Actuellement, il y a une faible production, ce qui fait que le produit est introuvable. Nous vendons le Djarga qui coûte en ce moment 12 500 francs le sac. 11 500, prix en gros. À quelques semaines de la fête de Tabaski, les revendeurs craignent que cette flambée ait un impact sur le prix des moutons. Si cela continue comme ça, il y aura des répercussions sur le prix du mouton parce que les gens ne vont pas vendre à perte. Face à cette situation, les commerçants invitent les autorités à une meilleure régulation du marché, mais aussi à une meilleure gestion de l'aliment de bétail pour parer à une éventuelle hausse des prix. Matar Bari, la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies suscite en débat au Sénégal alors que certains responsables de PASTEF s'y opposent. Malal Diallo estime que l'ancien président de la République du Sénégal dispose du profil et de la légitimité nécessaires pour briguer cette fonction internationale. Président Macky Sall bu takkoon ci lenn
Le président Macky Sall est blanc comme neige. S'il n'était pas blanc comme neige, sa candidature ne serait même pas soutenue et ni portée par le président en exercice de l'Union africaine lui-même. Je le répète, il est blanc comme neige. Macky n'a rien à se reprocher. Au sein même du continent africain, vous n'avez jamais vu un mandat d'arrêt international lancé contre lui. Lors du grand oral, l'ambassadeur du Sénégal n'était même pas là. C'est dommage et c'est malheureux. Mais l'ambassadeur du Mali, lui, était là en posant des questions. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient au sein de l'opposition. Maintenant, une fois au pouvoir, ces gens-là ont changé de vision. Maintenant, ce sont ces derniers qui ont carrément changé. Et ils savent que ce qui les a, ce n'est pas Macky Sall, mais c'est pour aider les populations. Et puis dans le football sénégalais, une polémique autour des primes agite la Fédération sénégalaise de football. Des accusations de opacité visent le comité exécutif. Des critiques rejetées par Malal Diallo qui assure qu'aucune irrégularité n'existe dans la gestion de l'instance. Administration, finance publique. Ablaye Fall connaît bien les finances publiques à l'administration et leur fonctionnement. Alors aujourd'hui, le Sénégal a remporté la CAN et le Sénégal s'est qualifié à la Coupe du Monde. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, mais tout le monde était là quand il promettait aux joueurs près de 75 millions et 1000 mètres carrés. De même que les 5 membres de la fédération, membres de la délégation officielle, chacun 50 millions. Ensuite, les autres 20 millions. Alors tout le monde l'a entendu. Le président a respecté sa parole. Où est le problème? Sous le magistère de Macky Sall ou d'Abdoulaye Wade, mais le ministère prenait en charge une partie et l'autre partie, c'était par rapport à la CAF. Maintenant, ce régime-là a clairement expliqué qu'il ne pouvait pas tout prendre en charge. On nous a juste remis une enveloppe de 300 millions, c'est-à-dire remise à une délégation officielle pilotée par le ministre des Sports, les autres supporters, avec le président du deuxième Gaïné et le président de la fédération. Il y a un arrêté ministériel qui valide la délégation. La délégation perçoit 60 000 francs par jour. Et ça a été bien établi. Maintenant, le calcul fait un total de 13 millions. C'est quoi le problème? Ce n'est pas l'argent de la fédération. 13 millions, L'actualité hors de chez nous à présent au Mali, c'est une onde de choc qui secoue donc Bamako et toute la sous-région selon des informations rapportées par le magazine Jeune Afrique. Le ministre malien de la Défense et des combattants, le colonel Sadio Camara, a perdu la vie. Selon le média, il a été tué au cours d'un assaut des terroristes du Jinim, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans à son domicile à Kati. L'attaque a été menée à l'aide d'un véhicule piégé conduit par un kamikaze, renseigne Jeune Afrique. Le colonel Sadio Camara, figure centrale de la transition militaire et pilier de l'appareil sécuritaire de l'État, aurait succombé après une déflagration puissante qui a entièrement détruit sa résidence, renseigne nos confrères. Pour l'heure, les autorités officielles de Bamako n'ont pas encore publié de communiqué formel. Et justement, toujours au Mali, les combats ont repris ce dimanche 26 avril 2026 dans la ville de Kidal, dans le nord du Mali, entre la rébellion Touareg appuyée par les djihadistes d'Al-Qaïda et l'armée malienne, a-t-on appris donc des sources citées par RFI. L'armée est soutenue par des mercenaires russes d'Africa Corps. La veille, le groupe séparatiste FLA et les groupes djihadistes avaient lancé une vague d'attaques dans de nombreuses villes revendiquant le contrôle de Kidal. Pendant ce temps, au Tchad, 8 présidents de partis d'opposition ont été interpellés à N'Djamena sans motif officiel ni mandat d'arrêt. C'était hier, samedi 25 avril. Tous sont membres du groupe de concertation des acteurs politiques GEDCAP, une coalition de formations politiques d'opposition et de représentants de la société civile. La première arrestation a eu lieu tôt dans la matinée
Guinée, le professeur avocat Souma Djona Akienemou, président du parti Les Démocrates, a été appréhendé à son domicile avec son épouse. Alertés, d'autres présidents du GCAP se sont alors réunis en urgence au siège du Parti africain pour la paix et la justice sociale. C'est là que 7 d'entre eux ont été interpellés à leur tour par les forces de sécurité qui ont saccagé au passage les locaux du pape JS, brisant des vitres et important les voitures garées sur place selon Hissène Abdoulaye, le porte-parole de la coalition. Et puis aux États-Unis, pour terminer, alors qu'il a participé pour la première fois en tant que président au dîner des correspondants de la Maison Blanche, Donald Trump en a été évacué après que de fortes détonations ont été entendues dans la salle où se déroulait l'événement en présence de plusieurs centaines de personnes. Un suspect a été arrêté et placé en détention selon le Secret Service. Il comparaîtra demain, lundi 27 avril, devant la justice. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité tout à l'heure à 14h. En voilà, excellente suite de programme à toutes et à tous. Cette TV, votre chaîne préférée, vous suit partout et vous pouvez la suivre presque sur toutes les plateformes.